Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. On est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité, pour vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. Et voici le sommaire de ce 24 octobre. Emmanuel Macron en Israël, il veut que la coalition internationale contre Daesh puisse aussi lutter contre le Hamas. C'est l'annonce la plus forte d'une visite où le président français a également plaidé pour la création d'un État palestinien, seule solution pour garantir une paix durable. Les tractations diplomatiques, le sort des otages, mais aussi les dissensions entre l'armée et le Premier ministre israélien. Beaucoup de thèmes à aborder avec nos invités dans une minute. Et puis pour notre second débat, c'est un gros plan sur le Qatar que je vous propose. Le Qatar, pays du grand écart entre ses alliés économiques occidentaux d'un côté, les organisations terroristes qu'il finance de l'autre. Une duplicité réelle et dénoncée, mais bien pratique aussi quand il s'agit, comme aujourd'hui, de parler aux uns et aux autres pour faire libérer les otages. Le travail urgent pour libérer chaque Américain, pour libérer tous les autres otages se poursuit. Tout comme notre travail pour assurer un passage sûr hors de Gaza pour les Américains qui y sont piégés. Dans ce cas précis, je tiens à remercier le gouvernement du Qatar pour son aide très importante. Le petit émirat, ses pétrodollars, son influence, ses amitiés sulfureuses, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, les moments forts de la visite d'Emmanuel Macron en Israël avec Flora Sauvage. Premier objectif d'Emmanuel Macron, la libération des otages. Dès son arrivée à Tel Aviv, le chef de l'État a rencontré dans les salons de l'aéroport les familles qui attendent des nouvelles de leurs proches. Depuis l'attaque du Hamas, le 7 octobre, 9 franco-israéliens sont encore portés disparus ou retenus en otage à Gaza. Nos deux pays sont liés par le même deuil. 30 ressortissants français ont été assassinés par le Hamas. Et c'est pour mon pays l'attaque terroriste la plus meurtrière subie depuis 2016. C'est une page noire de notre propre histoire. Après le président américain, le chancelier allemand et le Premier ministre anglais, Emmanuel Macron a rencontré le président israélien et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le chef de l'État français a proposé à Israël que la coalition contre l'organisation État islamique, déployée en Irak et en Syrie, puisse aussi lutter contre le Hamas, tout en appelant à une relance des discussions avec les Palestiniens. La sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Contrairement aux dirigeants occidentaux venus en Israël avant lui, Emmanuel Macron a fait le déplacement à Ramallah en Cisjordanie pour rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, avant de se rendre à Amman, en Jordanie. Un choix que questionne le sénateur Roger Karoutchi. Je ne suis pas sûr que le président de l'autorité palestinienne d'aujourd'hui ou le roi de Jordanie soient, les acteurs clés, notamment pour la libération des otages. Selon la vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, la visite d'Emmanuel Macron était plus que nécessaire. La France a tout son rôle à jouer et moi je suis heureuse que le président y soit. Alors est-ce que c'est trop tôt, trop tard? L'important c'est qu'il y soit et que la France montre qu'en effet nous allons vers une solution politique qui va mettre fin à la mort de civils innocents. Depuis le début du conflit, déclenché par l'attaque sanglante du Hamas en Israël, qui a fait 1400 morts côté israélien, Tsahal pilonne en représailles la bande de Gaza où 220 personnes sont toujours retenues en otage. Selon le Hamas, plus de 5700 Palestiniens sont morts, dont 2000 enfants, depuis le début de la guerre. La visite d'Emmanuel Macron en Israël, le sort des otages, le risque d'embrasement régional, beaucoup de thèmes à aborder avec nos invités. Le général Christophe Gomard, bonsoir, bienvenue, ancien chef du renseignement militaire. Joanne Deas, bonsoir et bienvenue. Vous êtes politiste, directrice exécutive de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient et vous avez travaillé pendant 2 ans, un peu moins dans la bande de Gaza. Antoine Basbous, bonsoir, bienvenue, fondateur, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Je cite votre livre, Le tsunami arabe, publié aux éditions Fayard. Laetitia Krupa, bonsoir Laetitia, bienvenue. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique. On enchaîne évidemment sur la visite d'Emmanuel Macron. Christophe Gomard, est-ce qu'elle survient à la fois trop tard, après beaucoup d'autres chefs d'État ou de gouvernements occidentaux, et trop tôt pour être utile, puisque c'est ce qu'il souhaitait, être utile? Alors, il souhaitait que ce soit utile, donc j'imagine que s'il y va, c'est qu'il pense être utile. D'ailleurs, je pense qu'il a fait des propositions, en effet. Ce que disait votre reportage, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a encore des otages français, ou en tous les cas binationaux, mais donc franco-israéliens.
Derrière, il y a sans doute, il veut relancer avec un objectif plus lointain, c'est la relance du processus de paix. Je pense qu'il est un peu tôt, mais en tous les cas, si on n'en parle pas dès aujourd'hui, on peut en parler. La paix, c'est toujours important. Donc, selon moi, il y a deux aspects. Il y a les otages. Effectivement, il y a la proposition qui fait d'une coalition anti-Hamas. Et puis, derrière, il y a la relance du processus de paix. Le processus de paix, c'est sans doute un peu tôt parce que les Israéliens, c'est mon point de vue, mèneront la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Combien de temps, ça reste à déterminer. Ce qui ne va pas être simple pour l'armée israélienne, quoi qu'il arrive. Johan Deas, Emmanuel Macron doit ensuite se rendre à la rencontre de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, ce que d'autres chefs d'État occidentaux n'ont pas pu ou voulu faire. Et ce sera un autre moment important de ce voyage, peut-être pour équilibrer. On a titré ce débat sur l'exercice d'équilibriste de cette visite d'Emmanuel Macron. L'exercice d'équilibriste, il est complexe, mais si vous me le permettez, j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur le moment historique qu'on est en train de vivre, en fait. On est en train de vivre une page d'histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre est abject. C'est abject, c'est inqualifiable, c'est inhumain, c'est une horreur absolue. Par contre, ça ne peut pas aucunement justifier ce qui est en train d'être commis à l'heure actuelle dans la bande de Gaza. 2,2 millions de personnes n'ont plus de nourriture, plus d'eau, plus d'électricité, ne peuvent pas fuir puisque la bande de Gaza est sous blocus. Un chiffre important, à l'heure actuelle, ce sont les chiffres de l'ONU, 43%, donc la moitié, pratiquement la moitié des habitations de la totalité de la bande de Gaza ont soit été totalement détruites, soit partiellement détruites par les bombardements israéliens. 43%, c'est énorme. Nous sommes face à une situation extrêmement grave et j'aimerais savoir ce que fait la France par rapport à cette situation. Et c'est intéressant de voir effectivement leur positionnement. La France a apporté son soutien total à l'État d'Israël, mais la France est allée plus loin avec la proposition de la coalition, de réactiver la coalition contre l'État islamique. J'aimerais savoir à quel moment on va apprendre de nos erreurs. À quel moment on va apprendre de nos erreurs. Les États-Unis, en même temps, dans le discours de Biden, réutilisent le mot qui, à lui seul, est un symbole absolu de l'échec américain au Moyen-Orient, evil, le mal, pour qualifier le Hamas et la Russie. Il fait référence à l'une des plus grandes catastrophes de politique étrangère, de la politique étrangère américaine dans la région. Je m'arrêterai là, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs, puisque ces politiques-là, l'histoire l'a montré, n'ont rien apporté. Au contraire, tous les objectifs de ces politiques Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après, vous l'avez rappelé, les attaques terroristes, les crimes abjects du Hamas? Le droit international, faire respecter le droit international humanitaire qui n'est pas respecté à l'heure actuelle, faire respecter les principes de proportionnalité et de distinction et appeler à un cessez-le-feu. Appeler à un cessez-le-feu. C'est exactement la position de la France. Là, vous venez d'énoncer exactement la position de la France que Emmanuel Macron a posée tout de suite, qu'ensuite sa première ministre a répété. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est la dissonance entre cette volonté des peuples européens, des peuples occidentaux, de se poser en modèle dans le monde, de se poser en modèle de valeur, en modèle de démocratie, en phare dans la nuit, c'est le discours de Biden qu'il a encore utilisé, en modèle, et de ne pas appliquer ce modèle de manière universelle, en fait. C'est inqualifiable ce qui est en train de se passer à Gaza. On a 1,4 million de personnes qui sont déplacées internes. Alors, je vais vous redonner la parole juste après. Antoine Basbut, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que ce qui est très compliqué, c'est que à Gaza, vous connaissez certainement beaucoup mieux cette zone que moi, mais ce que l'on comprend, c'est l'imbrication entre le Hamas et certainement certains des auteurs des massacres du 7 octobre et la population. Donc, comment s'attaquer au Hamas sans faire des victimes civiles? D'abord, le Hamas est dans le sous-sol, dans les tunnels. Or, ce que nous voyons détruit, ce sont les habitations. Je n'imagine pas que le Hamas se trouve tous ensemble dans des immeubles de 10 étages et qu'on détruit les 10 étages en s'en prenant au Hamas. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, il y a beaucoup de victimes civiles, plus de 5000 jusqu'à ce jour. Donc, il y a une disproportion. L'émotion du président de la République, elle est justifiée, mais aller au-delà pour faire la comparaison avec Daesh et Al-Qaïda et appeler à une coalition internationale, je trouve que c'est un peu exagéré, dans la mesure où
Pour vous, le Hamas n'a pas basculé, n'a pas changé, entre guillemets, c'est peut-être un peu simple ce que je dis, de catégorie après ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce que ça ne place pas définitivement le Hamas dans la même catégorie que l'État islamique? Daesh a des motivations idéologiques. C'est un État islamique sur l'espace. Bon. Le Hamas, sont des revendications nationales palestiniennes. Le Hamas, c'est l'héritier de l'OLP, de l'autorité palestinienne. C'est l'héritier de Arafat, qui a été diabolisé pendant 30 ans avant de signer les accords d'Oslo avec lui. Donc, quelque part, c'est vrai qu'ils sont islamistes, mais ils sont en même temps les défenseurs d'une cause nationale palestinienne. Il faut tenir compte de ça, d'où la comparaison n'est pas raison entre Hamas et sur l'équilibre de la visite du président français. Justement, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire que rencontrer Mahmoud Abbas, c'est quelque chose d'utile, d'indispensable, même si Abbas ne représente pas du tout les Palestiniens. C'est quelqu'un qui est là par la force des choses jusqu'à ce qu'il s'éteigne biologiquement. Il n'est plus élu parce qu'il n'a pas renouvelé son mandat. Il n'a plus d'autorité. Il est, en fait, je peux le dire en toute conscience, c'est le chef des collaborateurs d'Israël en Cisjordanie. Et pour ça, il y a qui d'autre comme interlocuteur a des avantages. Potentiel. Toute l'autorité palestinienne est devenue une autorité collaborationniste pendant que les colons continuent à grignoter le territoire de la Cisjordanie. Et Mahmoud Abbas, physiquement et intellectuellement, est absent. En plus, Mahmoud Abbas porte la responsabilité d'Oslo. C'est lui le père d'Oslo. Oslo est mort avec l'assassinat de Rabin par un juif ultranationaliste qui a été défendu par Netanyahou. Je reviens à ce que vous avez évoqué, cette coalition effectivement anti-Daesh qui pourrait se mettre au service d'un combat contre le Hamas. C'est peut-être l'annonce la plus forte de cette visite d'Emmanuel Macron en Israël, en tout cas de la première partie de la visite. On écoute le président français. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. De quels moyens parle le président, Christophe Gomart, quand on parle de cette coalition internationale ou régionale? Moi, je pense qu'il parle de coalition internationale parce qu'il veut embarquer dans cette coalition les pays arabes et la Turquie, comme c'est le cas dans le cadre de la lutte contre Daesh. En fait, l'idée, elle est là. L'idée, c'est d'éviter effectivement d'avoir l'Occident contre les pays arabes, finalement. Et donc, d'où la manière de ressusciter cette coalition anti-Daesh dans laquelle la France a mis des moyens, on a mis des avions de chasse, on a mis des forces spéciales, les autres pays aussi. Le renseignement est partagé, donc les informations sont partagées entre ces pays-là pour essayer effectivement d'éliminer un certain nombre de ces responsables militaires de façon à éradiquer la structure. Parce que cette structure, c'est quand même une structure terroriste. Ma voisine a parlé d'abject. Oui, c'est pire que ça. Ça a été de la barbarie sur 1400 personnes. La vraie difficulté, c'est de ne pas oublier ces 1400 personnes assassinées, torturées, violées, violentées. Ce qui est terrible, c'est effroyable en réalité. À tel point, c'est que donc c'est contre ce mouvement-là, contre ces gens-là, que cette coalition serait formée. En tout cas, j'imagine que c'est ça dans l'esprit du président de la République. Mettre des moyens en commun et surtout embarquer les pays arabes et la Turquie. Qui sont les leaders de cette coalition? Aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique qui fournissaient pas mal de moyens, il faut reconnaître, dans laquelle la France était impliquée. Moi-même, j'étais impliqué à l'époque en tant que patron des opérations spéciales et directeur du renseignement militaire. Donc oui, il y a un partage des informations, mais c'est vrai qu'il y avait un leader, ce leader était américain. Mais avec tout un tas de pays arabes qui fournissaient du renseignement et qui fournissaient également des moyens. Joan Deas, comment cette annonce du président français peut être reçue justement dans certains de ces pays arabes? Mal. Mal parce que... les opinions arabes ont
un ressentiment extrêmement fort, en fait, contre à la fois la France, les États-Unis, l'Occident, parce qu'il y a cette perception dans les opinions arabes de la prévalence du deux poids, deux mesures, du double standard. Et quand je disais que ce qui se passait par rapport au soutien inconditionnel d'Emmanuel Macron à la politique israélienne, ça renforce, en fait, ça renforce cette perception que la vie d'un arabe, en fait, ne vaut pas la même chose que la vie d'un Israélien. Et c'est vraiment profondément ancré dans les opinions arabes. Et donc, je pense que c'est important qu'on comprenne cette perception pour pouvoir aussi nous-mêmes ajuster notre discours et notre politique étrangère. Il ne faut pas qu'on ait un regard totalement franco-français ou ethnocentré sur cette crise. Surtout si on a effectivement comme objectif de pouvoir rassembler derrière cette coalition. Je reste sur la visite du président français dans ce premier chapitre, Antoine Bazemous, parce que face à Benyamin Netanyahou, il dit il faut deux États, il faut un État palestinien pour une paix durable. C'est quand même un message assez fort qui fait passer là. Oui, le message remonte à au moins l'année 1967. Quand Israël viole cette demande, quel pays a sanctionné Israël? Aucun. Quand Obama a essayé de dire si vous continuez à la colonisation, j'arrête les fonds, des fonds d'aide à Israël, eh bien Netanyahou est allé au Congrès, il a fait un discours de 47 minutes, il a été applaudi debout 48 fois pendant les 47 minutes, honneur qu'on n'aurait pas obtenu Obama chez lui. Donc de ce fait, tout le monde se couche, tout le monde parle. Ça veut dire que ce ne sont que des mots de la part du président français? Jusque-là, pas que français. Jusque-là, la communauté internationale et même les soutiens, les premiers soutiens, les parrains de l'État d'Israël, les États-Unis, n'ont rien fait pour arrêter la colonisation. Et aujourd'hui, dans le gouvernement de Netanyahou, il y a des ministres suprémacistes qui veulent coloniser la totalité de la Cisjordanie, pousser les Palestiniens en Jordanie et pousser les Palestiniens de Gaza en Égypte. Et du coup, ils auraient un État plus ou moins pur entre le Jourdain et la Méditerranée. Le projet est là, le projet que nous sommes en train de voir depuis un an, c'est celui-là. Oui, mais enfin, en face, le projet du Hamas, c'est de supprimer Israël. Donc, non, mais attendez, Arafat avait le même projet, donner au Hamas, donner aux Palestiniens, peu importe, le Hamas peut disparaître demain, mais il faut donner aux Palestiniens un espace géographique pour vivre en paix et en harmonie avec leurs voisins israéliens. Sinon, ce serait quoi? Mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais pas avec le Hamas, c'est plus possible aujourd'hui. Pourquoi c'était pas possible avec Arafat? Non, je massacrer des gens comme ça. Je parle d'aujourd'hui. On ne peut pas faire comme si c'était rien passé le 7 octobre. Oui, mais le temps fera son œuvre. Arafat a tué des gens. Rappelez-vous Munich, les Jeux Olympiques à Munich, la diabolisation d'Arafat. Il y avait une loi en Israël, quiconque parlerait même discrètement avec l'autorité palestinienne, l'OLP à l'époque, eh bien, il était passible de prison. Donc, et puis Begin, c'était pas un terroriste, entre guillemets, avant de devenir Premier ministre. Shamir n'était pas, Mandela n'était pas en prison avant de devenir un chef historique de son pays. Bref, ce genre de choses, de diabolisation n'a qu'un temps. Le Hamas a commis l'irréparable. C'est de la terreur pure, de la barbarie, mais c'est pas avec Mahmoud Abbas que la solution viendra. J'entends vos arguments, mais je pense qu'il faudra trouver des interlocuteurs palestiniens qui ne seront pas estampillés Hamas, parce que ça ne passera pas dans les opinions occidentales. Je sais pas comment on enrobera ça en termes, parce que c'est aussi une guerre informationnelle et de la communication, mais il va bien falloir trouver d'autres interlocuteurs ou les appeler autrement. Il y a des Palestiniens qui portent le projet national. Qui ne s'appellent pas Hamas ou qui sont en arrière, eh bien, ils peuvent porter ce projet. Mais il y a deux solutions. Ou bien un État palestinien à côté d'Israël, ou bien les Palestiniens dehors, un État juif pur. Alors, lequel des deux projets la France, la communauté internationale, veut soutenir? Alors, ça, dans cette visite du président... Juste rajouter quelque chose rapidement, parce qu'on avance. Je voudrais qu'on continue de parler de la visite. Quelle est l'option qui est à l'heure actuelle la privilégiée sur la table pour se débarrasser du Hamas? Alors, je vous interromps, parce qu'on va en parler plus tard. Moi, ces débats, ils sont toujours chapitrés, et on y reviendra sans faute, je tiendrai cette promesse. Parce que je voudrais quand même... Bien sûr, mais je voudrais garder le fil de cette première partie pour faire une sorte de premier bilan, en tout cas de l'étape israélienne de la visite d'Emmanuel Macron. Laetitia, ce déplacement, et là c'est aussi intéressant parce qu'il s'adresse également à l'opinion publique française. Évidemment.
Et alors, les premières décisions que nous avons sur ce plateau l'illustrent totalement, Thomas. Et d'ailleurs, c'est peut-être même l'objectif principal de ce déplacement. Il faut absolument pacifier la société française où cohabitent les plus grandes communautés juives et musulmanes au monde. Donc, certains proches de l'Élysée disent d'ailleurs que si Emmanuel Macron n'a pas sauté dans le premier avion venu pour se rendre en Israël après le 7 octobre, c'est parce qu'il y avait encore la plaie qui était très vive des émeutes que les banlieues françaises ont connues en juin et début juillet. Donc, il fallait absolument penser ce déplacement et vraiment l'organiser au millimètre près pour être sûr du message que le président va envoyer à son peuple. Avec donc une volonté de ménager à la fois les communautés musulmanes et juives. Il a commencé par s'exprimer en français, en s'adressant aux Français. Alors, je vais juste finir mon édito et après, on vous donnera la parole. Mais justement, il a commencé à s'exprimer. Je pensais que vous alliez me lancer le son qu'on va juste écouter maintenant. Parce qu'il a commencé, vous avez raison, Emmanuel Macron, c'était le 12 octobre. Il a fait une allocution solennelle aux Français. Écoutez-le. Je sais, je le disais, la peur de nos compatriotes de confession juive, que cette résurgence là-bas de la violence antisémite soit le prétexte ici de paroles, d'injures, d'actes qui les viseraient. Et je mesure aussi l'inquiétude de nos compatriotes de confession musulmane que les amalgames l'emportent sur la raison. Nous combattons et combattrons toujours pour que nul sur notre sol n'ait peur. Voilà, c'est très clair. C'était un message d'unité. Le mot unité, c'était vraiment le mot fort de cette allocution du président de la République. Malheureusement, elle n'a pas du tout infusé dans l'opinion publique française et on le comprend bien puisque le lendemain, le professeur Dominique Bernard était assassiné à Arras. Oui, et c'est aussi certainement l'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron n'est pas allé beaucoup plus vite en Israël. Quel sera le message principal envoyé aux Français ? À l'Élysée, les conseillers reconnaissent, vous avez raison, qu'il y a des perceptions, des impressions, ce sont les mots que vous avez utilisés tout à l'heure, je les ai retenus, du monde arabe qui qualifierait la France de finalement pro-palestinienne de façon unilatérale. Pro-israélienne, vous voulez dire. Pro-israélienne, pardon. Et justement, les manifestations et l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes en est une illustration et a un peu exacerbé ces tensions, d'autant plus qu'elles ont été instrumentalisées, que l'interdiction de ces manifestations a été instrumentalisée par la gauche radicale qui ne cesse d'alimenter cette polémique, ce début de polémique dès qu'elle en a l'occasion. Donc le déplacement d'Emmanuel Macron va aussi servir à rectifier le tir en réitérant le soutien à Israël, mais aussi est capital aux civils gazaouis et aux Palestiniens. Il faut absolument montrer que l'opinion publique française, faut montrer à l'opinion publique française que la France n'est pas pro-israélienne de façon unilatérale. Et c'est pourquoi, on en a parlé là à l'instant, la photo, l'image avec Mahmoud Abbas, bien qu'il ne soit pas, selon certaines personnalités, certains experts, la personnalité qui incarne le mieux le peuple palestinien, reste qu'il, à Mahmoud Abbas, pour l'instant, c'est le chef de l'autorité palestinienne. Et cette image va être soignée et va être soigneusement montrée par Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'il va montrer ici, au camp qui est pro-palestinien, qu'il parle, lui, aux deux camps, après que les autres chefs d'État aient été snobés quand même par le monde arabe. Ouais, dernier mot de communication politique, le président va faire lui-même le service après-vente en quelque sorte de cette visite. Oui, c'est le journal Les Échos qui l'annonce. Alors, à son retour d'Israël, le président devrait à nouveau réitérer cet exercice d'allocution télévisée, allocution solennelle, un message aux Français pour expliquer l'utilité, on reprend ce terme qu'on avait au début de notre conversation, l'utilité de ce déplacement et bien montrer encore une fois que la position de la France est équilibrée entre Israël et les Palestiniens. Ouais. Antoine Basbous, vous disiez, il a commencé à parler en français, le président Macron. Pourquoi ça vous marque ? Parce qu'il est en Israël, un pays où la langue quasiment nationale après l'hébreu ou à côté de l'hébreu, c'est l'anglais. Il parle à côté d'un Premier ministre qui ne parle pas français, qui ne comprend pas le français. Il a commencé par s'adresser aux Français en français. Et puis après, il a fini, et là, Netanyahou a compris ce qu'il disait, il a fini son discours en anglais. Donc, il marque son intérêt, son adresse au peuple français. Sur le sort des otages maintenant, je vous propose d'entendre un témoignage. Deux femmes de 79 et 85 ans ont été libérées. On écoute l'une d'entre elles qui raconte son kidnapping par les terroristes du Hamas.
J'ai traversé l'enfer. Je ne pensais pas ou je ne savais pas que je me retrouverais dans cette situation. Ils se sont déchaînés dans notre kibbutz, m'ont kidnappé, m'ont allongé sur une moto sur le côté et m'ont emmené au volant à travers les champs labourés jusqu'à Kirbet Kazar. Ils ont fait exploser la clôture, cette clôture électronique spéciale qui coûtait 2,5 milliards de dollars et qui n'a servi à rien du tout. Des hordes ont envahi nos maisons, battu des gens. Certains, comme moi, ont été kidnappés. Ils n'ont fait aucune distinction entre les vieux et les jeunes. J'accueille Mathias Arrey sur ce plateau. Bonsoir Mathias, pour faire un point sur la situation des otages français retenus par le Hamas. Alors concernant les Français pris en otage, il est difficile d'établir leur nombre exact. Vendredi, on parlait de 7 potentiels otages, un chiffre revu à la hausse aujourd'hui avec 9 ressortissants qui pourraient, selon le gouvernement, être retenus par le Hamas ou en tout cas portés disparus. Le seul cas avéré jusqu'à présent est celui de la franco-israélienne Mia Shem, 21 ans, capturée lors de l'attaque du festival de musique le 7 octobre. Des images de la jeune femme ont d'ailleurs été publiées par le Hamas. C'était le 16 octobre dernier. On y voit la Française avec un bras blessé. Quelles sont les marges de manœuvre de la France? Alors elles sont très limitées. La France, mais aussi les États-Unis et la Grande-Bretagne aimeraient intervenir, même en coulisses, mais en réalité, c'est bien Israël qui a la main sur les pourparlers. L'État hébreu passe par des intermédiaires historiques du conflit. On peut citer l'influent Qatar, l'Égypte d'Abdel Fattah al-Sisi ou encore la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Enfin, et c'est la seule organisation non gouvernementale à dialoguer avec le Hamas, le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, très présent dans la région. Il fait le pont entre les familles des otages et le groupe terroriste. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est exprimé, c'est presque la première prise de parole sur le sort des otages lors de ce déplacement en Israël. Oui, car la France n'est pas le seul pays touché des otages. Il y en aurait entre 200 et 250 selon les autorités israéliennes, civils, militaires, adultes, enfants israéliens, binationaux ou étrangers. 22 nationalités au total, des Américains, des Allemands, des Argentins, des Espagnols, des Portugais. Bref, beaucoup de pays, notamment occidentaux, qui seraient donc concernés, qui aimeraient s'impliquer pour les libérer. Et lors de son entrevue avec le président israélien Isaac Herzog, Emmanuel Macron a précisé qu'il fallait travailler ensemble à leur libération sans distinction. On l'écoute. Le premier objectif que nous devrions avoir aujourd'hui est la libération de tous les otages sans aucune distinction, car c'est un crime horrible que de jouer avec ces vies, enfants, adultes, tout le monde, civil et militaire. Of children, adults, all people, civilians and soldiers. Et peut-être une petite pique aux Américains qui ont obtenu dans leur coin la libération de 2 otages après le déplacement de Joe Biden en Israël. Une libération qui représente malgré tout une lueur d'espoir, d'autant que d'après l'armée israélienne, la majorité des otages seraient toujours vivants, Thomas. Merci Mathias. Christophe Gomard, vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, c'est sans doute le premier objectif d'Emmanuel Macron dans cette visite en Israël, la libération des otages. La question qui va avec, c'est de quel levier il dispose aujourd'hui? C'est une vraie question. La France a de bons liens avec le Qatar, comme chacun sait. C'est un pays avec lequel on a des liens assez forts en réalité. Donc il y a cette négociation avec le Qatar possible, des discussions plutôt que négociations. Et le Qatar a des liens forts avec le Hamas ? Et le Qatar a des liens forts avec le Hamas. Donc j'imagine que par triangulation, il y a une possibilité de discussion, de négociation. Contre quoi? Je n'en sais rien. Mais est-ce que ce sont des négociations État par État, ou est-ce que, parce que là on n'a pas donné toute la liste, c'est aussi intéressant, on a été assez européocentré, là aussi il y a beaucoup de Thaïlandais, enfin il y a 22 nationalités, c'est un peu toute la planète qui est concernée. Est-ce qu'il y a une initiative commune ou c'est vraiment État par État? Alors je pense qu'il y a une initiative commune, mais ensuite, de fait, et même pour les Israéliens, ça devient compliqué, puisque comme ce sont des binationaux, voire des nationaux, ces pays cherchent à discuter eux-mêmes pour essayer d'obtenir la libération. Et Emmanuel Macron, lorsqu'il arrive dans la salle, dans la pièce dans laquelle il y avait effectivement les familles des gens assassinés ou des gens qui étaient otages, il y a une femme qui lui dit on compte sur vous, on espère que vous serez porteur de bonnes nouvelles. Donc en réalité, c'est vraiment ça qu'un certain nombre de gens attendent réellement. Donc quels sont ces leviers? J'imagine qu'ils ne sont pas très nombreux.
si ce n'est jouer sur l'humanité des gens du Hamas, ce qui est sans doute compliqué. Mais en tous les cas, ils en ont quand même relâché déjà 4. 4 femmes. Ils peuvent en lâcher plus, mais évidemment, ils vont chercher à obtenir, je crois, ils voulaient chercher à obtenir du carburant, mais les Israéliens ne veulent pas leur en donner. Ils cherchent à obtenir, et c'est ce qu'a dit un des leaders, un ancien chef du Hamas, qui dit, mais de toute façon, on obtiendra la libération de tous nos prisonniers. Je crois que c'est environ 6000 prisonniers qui sont dans les mains israéliennes, qui sont dans les prisons israéliennes. Donc est-ce que c'est ça contre ça? Historiquement, c'est souvent ça. Oui, les otages ont été utilisés comme une monnaie d'échange. D'ailleurs, historiquement, ça a été plutôt un succès pour le Hamas pour négocier à la table des négociations la libération et les échanges de prisonniers. Donc ça s'est déjà produit, exactement. Gilad Shalit, en 2009. Plus de 1000. Gilad Shalit, oui. Non, pas 2009, excusez-moi, je me trompe. Non, c'est plus récent, un peu plus ancien. Un peu plus ancien, c'est ça, oui, absolument. Mais c'est plus de 1000 prisonniers du Hamas rendus au Hamas. Pour un prisonnier israélien. Donc c'est la preuve que Israël fait également très attention. D'où peut-être effectivement le temps mis avant de lancer une offensive contre la bande de Gaza. Joanne Deas, effectivement, on va être dans des tractations qui sont là ou dans une forme de tradition effectivement du Hamas. Mais est-ce que le nombre d'otages et le nombre de nationalités, finalement, c'est peut-être un peu paradoxal ce que je dis, mais ne leur complique pas aussi la tâche? Pour moi, c'est à double tranchant. Ça peut à la fois leur compliquer la tâche parce que ça multiplie peut-être les interlocuteurs, mais ça leur facilite également la tâche parce que ça rajoute encore plus de poids. À l'heure actuelle, les otages, c'est à l'heure actuelle le dernier peut-être levier de pression que le Hamas possède pour une potentielle négociation. Donc, effectivement, je pense que le fait qu'il y ait plusieurs nationalités, ça permet de multiplier les interlocuteurs. Donc non, c'est à double tranchant, je pense. Antoine Bazouge, on va reparler. Tout notre second débat sera consacré au Qatar. Donc on a vraiment le temps de creuser cette question. Mais je voudrais quand même vous entendre sur la relation entre la France et le Qatar. C'est quand même un interlocuteur qu'on a choisi de privilégier dans la région. Ça peut être un atout pour négocier une éventuelle libération d'otages? Le Qatar pèse beaucoup parce que le QG du Hamas international est abrité par le Qatar et que Blinken, dans sa tournée régionale, est allé au Qatar parler à l'émir, alors que Abdullahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, s'est rendu au Qatar et a rencontré non seulement l'émir, mais aussi les dirigeants du Hamas. Donc le Hamas du Qatar, c'est le vrai Hamas, la ligne politique. Il y a un autre pays qui est important, c'est l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est le poumon matériel du Hamas à Gaza. C'est par là que les aides arrivent, beaucoup de choses, ravitaillement, services secrets, ainsi de suite. Mais j'espère être démenti. Quand le président annonce une coalition internationale contre le Hamas, en comparant le Hamas à Daesh et Al-Qaïda, je ne suis pas sûr que le Hamas puisse faire des cadeaux à l'unique pays qui vient d'annoncer cette coalition. D'ailleurs, ça n'a pas été suivi même par les États-Unis, ni précédé, ni suivi par aucun autre pays. Donc cette surenchère... Donc vous voulez nous dire qu'il a pris un risque en faisant cette proposition pour les otages français? J'espère. Il n'y aura pas, à mon sens, un danger sur les otages français particulier. Mais en revanche, je ne suis pas sûr que cette posture va aider à la négociation de leur libération. Ouais. Alors on va se projeter maintenant dans la suite, la perspective d'une offensive, les risques d'embrasement. Et je reprends le fil, puisque notre conversation avait évoqué la question des interlocuteurs, effectivement, palestiniens. Et je reviens vers vous, comme promis, Joanne Deas, sur... Qui peut-on trouver comme interlocuteur palestinien pour une éventuelle sortie de conflit aujourd'hui? Alors, la rhétorique de « il n'y a pas de partenaire de paix et il n'y a pas d'interlocuteur fiable », c'est une rhétorique qui a été utilisée pendant très longtemps, notamment par Israël, pour justifier et mettre sur le dos des Palestiniens le fait de ne pas pouvoir avoir un aboutissement des accords de paix. Mais je pourrais poser la question inversée à propos du gouvernement israélien. Si ce sont les extrémistes qui se retrouvent en situation de négocier, je ne pense pas qu'on avancera beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument, mais alors, les partenaires à l'heure actuelle de dialogue, c'est l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, à l'heure actuelle, elle n'est
pas représentative de la rue palestinienne. L'autorité palestinienne, elle a été créée pour administrer l'occupation israélienne dans les territoires de Cisjordanie, avec des zones A, B et C. C'était un embryon de proto-gouvernement mis en place pour, effectivement, dans une logique de sous-traitance de l'occupation israélienne. Donc ça a déchargé l'occupant israélien de ses responsabilités de puissance occupante au-dessus du droit international. Et c'était censé être transitoire, cette histoire. C'était censé durer 5 ans. C'est-à-dire que les négociations, c'était une mesure de gain de confiance pour ensuite négocier toutes les questions un peu plus compliquées, les frontières, Jérusalem, le droit du retour des réfugiés. 5 ans après, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans à l'heure actuelle. Ça fait 30 ans qu'on nous vend un mirage d'un projet national palestinien grâce aux accords d'Oslo. C'est fini. C'est-à-dire que la rue palestinienne, qui y a cru comme tout le monde en 93, qui a continué d'y croire, n'y croit plus. N'y croit plus, et non seulement elle ne croit plus à ce qu'on lui a vendu comme mirage, mais elle ne croit plus en la capacité des partis politiques palestiniens de la représenter, parce qu'elle les voit comme des complices de ce mirage. Elle les voit comme des complices d'Israël, elle les voit comme des complices de l'occupation. Donc vous avez d'un côté, vous avez une population qui est coincée à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ils n'ont pas élu le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas a été élu démocratiquement en 2006 aux élections législatives palestiniennes. Attention, sur des élections parfaitement régulières selon les observateurs européens. Par contre, il n'a pas été élu pour diriger la bande de Gaza. L'autorité palestinienne, ça fait depuis 2005 qu'on n'a pas eu d'élection pour la présidence. Donc vous avez une illégitimité. Le peuple palestinien, on lui a plus donné la parole démocratiquement. Le peuple palestinien, les dernières élections qu'ils ont essayé d'organiser, vous avez eu sur l'inscription sur les listes par la population palestinienne avoisiné plus de 90%. Il y a une vraie volonté de donner sa parole, de participer, de faire quelque chose. À l'heure actuelle, ils ont décidé de délaisser la politique, de faire de la politique autrement. La résurgence de la violence qu'on a vue en Cisjordanie, de l'utilisation de la violence comme moyen légitime d'action et de résistance face à l'occupation, c'est le résultat de l'échec, non seulement des Palestiniens et des Israéliens, mais de nous, de la communauté internationale. De la communauté internationale et de son inaction. C'est pour ça que la violence revient, parce que c'est le dernier moyen qui existe, en fait. Et cette violence, elle n'est pas encadrée par les partis politiques palestiniens. Elle s'opère dans un vide politique total. Mais les mots que vous utilisez sont intéressants, vous parlez d'occupation. C'est intéressant, votre discours est intéressant quand on analyse Pourquoi c'est intéressant de parler d'occupation alors qu'il y a une occupation depuis 1967 qui est condamnée par un... C'est intéressant, écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Non, mais on peut même aller plus loin que l'occupation. On peut parler de colonisation aussi, si vous voulez. Oui, de colonie, bien sûr. C'est le terme qui est international. Alors, on va pas alors les colonies, non, la colonisation et l'occupation, c'est un petit peu différent. L'occupation, elle doit être temporaire, c'est même légal, en fait, au lieu du droit de la guerre. Par contre, la colonisation, c'est-à-dire transférer ces populations de la puissance occupante dans le territoire, dans le territoire occupé, ça, c'est absolument interdit par loi internationale. Donc, autant, finalement, l'occupation, on peut la justifier quand c'est temporaire. Par contre, la colonisation, absolument pas. Allez, il nous reste 7 minutes dans ce débat et il y a encore beaucoup de thèmes dont je voudrais parler, notamment... sont nos confrères du quotidien Le Monde qui publient un article passionnant en cet après-midi de mardi. Les services de renseignement américains qui ont débriefé leurs alliés sur ce qu'ils savent de l'attaque terroriste du 7 octobre. Je vous donne les principaux éléments. Et le premier, ça permet de rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Joanne Deas. La branche politique du Hamas, je mets beaucoup de conditionnels, aurait été tenue à l'écart de la préparation. Premier élément. Les terroristes auraient été surpris par la lenteur de réaction des forces de sécurité israéliennes. Deuxième élément. Et puis il y a la faille du renseignement technologique israélien et américain. Les Américains se mettent dans la boucle de cette faille. Antoine Bazmouz, sur le fait que la branche politique du Hamas ait été tenue à l'écart de la préparation. Je suis au conditionnel, sont les services de renseignement américains. On ne peut pas forcément leur faire confiance. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je ne fais pas trop confiance au renseignement américain, surtout quand le renseignement se met à table. Donc il faut chercher pourquoi il parle en ce moment si vite. C'est peut-être pour s'exonérer aussi et pour se dispenser de regarder l'Iran en face et de régler des comptes. D'ailleurs, la branche politique du Hamas est établie au Qatar. Ouais. Est-ce qu'on veut protéger le Qatar en disant que le Qatar n'était pas au courant, parce que forcément le Qatar écoute ce qui se passe, ce qui se dit entre les dirigeants du Hamas. En même temps... Est-ce que ça vous semble plausible que la branche politique n'ait pas été informée de cette opération terroriste ? Non, je ne crois pas. Tout simplement parce que celui qui a pris la parole en premier, c'est le chef de la branche politique établie au Qatar. Il est sorti à la télévision le jour même. Il a annoncé, il a fait des annonces, ainsi de suite.
Et deuxième chose, c'est que ils disent dans ce papier que l'Iran n'était pas au courant. Oui. Ou les termes, c'est pas d'aide extérieure du Hezbollah ou de l'Iran. Alors, j'ai deux arguments contre ça. Le premier, c'est qu'en septembre, il y a eu une réunion au Liban autour de Nasrallah avec donc le chef du Hamas politique, oui. Ah non, du Hezbollah, pardon. Avec Jihad islamique et Hamas. Oui. Il y a eu plusieurs visites du ministre iranien des Affaires étrangères. Il y a l'unicité des fronts décrété par l'Iran. L'Iran a réuni des proxys autour d'Israël et dès le premier jour, le ministre iranien des Affaires étrangères a fait une tournée pour plaider, pour revendiquer en quelque sorte cette attaque et fanfaronner. Dernier point, les ULM qui ont servi dans cette attaque, je ne crois pas qu'ils se soient entraînés à Gaza. Sinon, les Israéliens les auraient vus. Ils se sont entraînés en Iran. Et les Israéliens n'ont rien vu. Mais alors, pourquoi les services secrets américains disent ça? Justement. Pour exonérer l'Iran, limiter le risque d'embrasement? Comment vous l'analysez? Pour se dispenser de ne pas avoir vu quelque chose à grande ramification et pour ne pas devoir demander des comptes à ces puissances qui ont agi, qui ont été dans la boucle. Parce qu'au même moment, Christophe Gomard, c'était aujourd'hui en cette fin d'après-midi, discours d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, équivalent du ministre des Affaires étrangères, il met en garde l'Iran en disant les États-Unis agiront de manière décisive en cas d'attaque. Donc, alors voilà, on est dans des discours diplomatiques, l'utilisation d'un rapport de service secret. On va essayer de ne pas être naïf sur ce plateau. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Quand vous lisez ça, vous avez lu l'article du Monde avant d'entrer sur ce plateau, vous dites quoi? Il y a une part de manipulation, il y a une vraie part de débriefing? Oui, il y a toujours une part. Ce que disait Kipling, sur la phrase qu'on attribue à Kipling, c'est que à la guerre, la principale victime, c'est la vérité. Et que, ou ce que disait Churchill, c'est qu'à la guerre, la vérité est si précieuse qu'on la cache derrière un rempart de mensonges. Donc c'est bien ça dont il s'agit. Il y a une part de vérité dans l'article, sans aucun doute, sur le renseignement électronique, qui a été sans doute, ou technique, trop puissant par rapport au renseignement humain, sans aucun doute, ça c'est vrai. Ce qui fait qu'on est un peu submergé d'éléments et la difficulté en fait, de savoir le renseignement technique, c'est quoi? C'est de la donnée qu'on capte, qu'elle soit de la donnée image, la donnée son, de la donnée cyber. Le renseignement humain, c'est une source humaine qui vous parle, qui vous dit quelque chose, ou c'est un agent qui est infiltré chez l'adversaire et qui vous raconte ce qu'il voit, ce qu'il entend. Ce qui est compliqué à faire, le renseignement humain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Dans cet article, ce qui est intéressant, en effet, c'est que en disant que la branche politique n'est pas au courant, en fait, on protège un peu le Qatar. C'est-à-dire en disant le Qatar n'est pas au courant. Vrai, faux. Ni vous ni moi, on n'en sait rien, si ce n'est que, effectivement, Mohamed Daïef, lui, annonce tout de suite, effectivement, se réjouit de cette attaque. Donc, je ne peux pas croire. Ça peut être de l'opportunisme ou pas? C'est plus que l'opportunisme. Non, mais qu'il soit opportuniste, sans aucun doute. Mais il réagit très très vite et puis il donne presque des détails, j'allais dire, dans ses premières phrases énoncées. Donc oui, le renseignement américain, on se souvient tous de la fiole de Colin Powell à la tribune des Nations Unies, de fausse fiole d'anthrax, qui annonçait effectivement la fabrication par les Irakiens de bombes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées, et qui a donné effectivement la possibilité aux États-Unis d'Amérique de rentrer en guerre contre l'Irak. Mais donc oui, il faut se méfier de ce que dit un service de renseignement en général quand il le publie, même si ce que dit la direction du renseignement militaire l'autre jour français sur le bombardement dans la cour de l'hôpital est vrai. C'est-à-dire que quand on voit ce qui s'est passé, j'allais dire, le renseignement militaire n'a pas parlé pour rien. Il a parlé sans doute sur ordre, effectivement, du décideur politique, du chef des armées, président de la République. Voilà, donc il y a toujours une part de vérité, il y a toujours une part, non pas forcément de mensonge, mais en tous les cas de bluff. De bluff, oui, on pourrait dire ça. Comme ça, tiens, un dernier élément, je vais vous proposer un sondage qui est intéressant parce que je vous parlais en titre des tensions entre l'armée et le Premier ministre Netanyahou. Regardez ce sondage publié en Israël qui voit la confiance des Israéliens se renforcer pour l'armée. 87% ont confiance avec 2 points de plus.
Le gouvernement, au contraire, dévisse. 18% des Israéliens seulement ont confiance dans le gouvernement, moins 25 points. Johan Deas, je reviens à la question sur l'avenir politique de Netanyahou. Parce qu'il y a un moment où il y aura une commission d'enquête. On est dans une démocratie, peut-être imparfaite en Israël, mais on est dans une démocratie. Il y aura une commission d'enquête, il devra rendre des comptes. Est-ce que de son avenir à lui dépend aussi l'hypothèse, la capacité de trouver une solution et de repartir dans un processus de paix? Alors, là, comme ça, j'aimerais vous dire oui, mais en fait, l'histoire nous a appris de la politique israélienne, notamment de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou alors je fais ce parallèle, pardonnez-moi, mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les tardigrades. Les tardigrades, ce sont des créatures qui ne peuvent pas mourir. Voilà. Eh bien, Benjamin Netanyahou ne peut presque pas mourir, c'est-à-dire qu'il a toujours réussi à revenir sur le devant de la scène politique et à se sortir de n'importe quelle situation. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer sa capacité à pouvoir s'en sortir. Mais effectivement, si on regarde les sondages à l'heure actuelle, ce dont vous parliez, on a 86% de la population qui accuse Benjamin Netanyahou d'être responsable de la catastrophe du 7 octobre. On a 56% qui exigent qu'il démissionne. On a un autre sondage qui montre qu'en cas d'élection, la coalition à l'heure actuelle au gouvernement, elle tomberait de 67 sièges à 42 et que l'opposition grimperait de 43 à 78. La crise actuelle n'y est pas pour rien, mais il faut effectivement se rappeler et recontextualiser l'état dans lequel la société israélienne se trouvait juste avant le 7 octobre. On a eu des manifestations absolument massives, donc il y avait une vraie contestation parce que la population israélienne avait peur que l'aspect démocratique de l'État d'Israël lui échappe. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Antoine Basbous, Le tsunami arabe, qui est publié aux éditions Fayard. À très bientôt sur Public Sénat.